chanceux de recevoir le Dr. Beauchamp-Châtel, qui est en fait notre expert en, je dirais, DI, TSA adulte sur l'île de Montréal, et dont on apprécie l'apport, qui est en fait chef du service médical du programme de psychiatrie neurodéveloppementale adulte de l'IUSMM au sud de l'est de l'île de Montréal, que je vais laisser se présenter, puis qui nous présente justement sur les comorbidités, la gestion des troubles de comportement chez les personnes atteintes de déficience intellectuelle et de troubles du spectre de l'autisme. Oui, bonjour. Je vous laisse la parole. Merci de la présentation. C'est ça, Alexis Beauchamp-Châtel, je travaille à l'IUSMM. Notre programme s'appelle le PPNA, le programme de psychiatrie neurodéveloppementale adulte. Avant, on faisait que de l'ADI. On a élargi la question du TSA dans cette population-là parce qu'on avait déjà beaucoup d'usagers qui avaient un trouble du spectre autistique. Puis je travaille aussi avec Dr. Chloé Paquette-Hood, donc on va être deux en fait en adulte. Je travaille aussi beaucoup en équipe. En fait, notre clinique, on a plusieurs professionnels de neuropsy, psy, psychoède, ergo. Puis on a la chance d'avoir une orthophoniste aussi, ce qui est très rare quand même en adulte, là. Puis on a 3 unités de spécialisation interne de caractère plutôt asilaire pour l'instant. Ils sont en cours de désinstitutionnalisation et de retravail là, de programmation pour que les séjours soient raccourcis. Grosso modo, c'est ça. Puis on fait des consultations aussi pour les patients qui sont hors de notre secteur de desserte, vu qu'on n'est pas un grand nombre, on ne peut malheureusement pas prendre en charge tous les patients qui ont un profil complexe, là. Donc, sur ce, je vais y aller. Donc, je vais commencer en mentionnant, c'est ça, donc, la collaboration santé mentale, réadaptation, est-ce que c'est 2 grandes solitudes qui sont difficiles à réconcilier? J'ai pris une page de ma présentation que j'avais faite au Ignite Talk de la MPQ en 2019. Ça, c'est notre beau vieil institut à l'époque, qui n'a pas été tant redécoré depuis, là, mais donc c'était à l'époque Saint-Jean-de-Dieu. J'ai dit une affaire automatique là-dessus. Puis, ce qu'on voit donc, c'est qu'à l'époque, il y avait 4 catégories de patients en santé mentale. Il y avait les cas de neuro, les troubles fonctionnels, ce qu'ils appelaient les débiles, puis les séniles. À l'époque, ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, la santé mentale considérait que les gens qui avaient une déficience intellectuelle faisaient partie des gens qui prenaient en charge. Tranquillement, au fil des années, l'opinion a évolué à ce sujet-là. On s'est dit que c'était pas nécessairement plutôt un handicap qu'un problème de santé mentale en tant que tel. Les gens ont quitté les hôpitaux, puis les hôpitaux ont fermé la porte derrière eux, puis l'ont bien barré pour pas qu'ils reviennent. Puis de l'autre côté, je pourrais dire en miroir un petit peu à ça, il y a aussi parmi nos grands bons, là, notre Freud qui mentionnait que les troubles de santé mentale ne pouvaient pas être présents chez les personnes avec déficience intellectuelle parce qu'il n'y avait pas l'appareil cognitif suffisant. Puis Bruno Bettelheim, là, qui avec les grands torts que la psychodynamique ont pu causer dans cette population-là au cours du 20e siècle, là, les mères réfrigérateurs, les thérapies forcées en institution pour les patients autistes. Donc, on peut comprendre en même temps que la réadaptation aussi a certaines raisons d'avoir été en conflit, en tout cas antérieurement, avec le volet plus médical là, de la profession. De toute façon, mais de ce point de vue-ci, rendu en 2021, c'est 2 domaines qui ont vraiment des missions différentes. Puis, si je sursimplifie vraiment beaucoup, là, santé mentale, c'est le diagnostic des troubles mentaux puis leur traitement. En y allant très rapidement. La réadaptation, on est plus dans l'acquisition de compétences, le travail sur l'autonomie, l'aide pour les habiletés sociales, l'insertion sociale, puis l'analyse puis la prise en charge des troubles graves de comportement. C'est des choses qui sont, oui, complémentaires, mais qui ne sont pas tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas de grandes compétences en santé mentale. Puis, inversement, je pense, pour cette population-là, la santé mentale n'a pas nécessairement grand-chose à dire sur la réinsertion au travail des personnes autistes. Moi, ce que je vois vraiment, c'est une synergie des 2 réseaux qui ont réussi à bien se parler. Les intervenants en santé mentale, souvent, on est bien outillés pour le diagnostic, le traitement des troubles mentaux, les manifestations suicidaires aussi. Mais souvent, on a moins de connaissances en DI-TSA. Par contre, il y a des bonnes connaissances au niveau de la psychopharmaco aussi, puis des thérapies plus spécifiques à des problèmes aussi. En réadaptation, ils ne sont pas outillés pour le diagnostic, le traitement des troubles mentaux. Puis
peu pour les manifestations suicidaires. Par contre, ils ont une bonne connaissance en DI et en TSA. Moi, je les considère un peu comme mes interprètes, là, dans le sens qu'ils me servent de lunettes pour l'interprétation de la sémiologie qui est des fois différente chez les personnes autistes avec DI. Puis, ils n'ont pas de très bonnes connaissances non plus sur la pharmaco. Il n'y a pas de médecin dans cette direction-là, la direction DI, TSA, DP. C'est que chacun sait mieux faire aussi la santé mentale. Comme je le disais, les psychothérapies spécifiques à un trouble, la TCC, la DBT, la pharmacothérapie aussi, puis la compréhension, puis la prise en charge des troubles de personnalité. Je le répète là, parce que souvent, là, des patients qui vont revenir souvent à l'urgence de cette population-là, ils vont avoir une comorbidité, des I légères, exemple, et troubles de personnalité, vivent dans des ressources, puis ont des intervenants de réadaptation. Qui n'ont pas nécessairement les outils pour mieux gérer cette situation-là. Puis, il peut y avoir des patients qui ont des régressions à domicile, etc. Ils peuvent bénéficier de l'aide à ce moment-là, plus de santé mentale. La réadapte, souvent, on est plus dans des plans d'intervention holistiques, dans l'approche positive à la clientèle, de l'autonomie, les décisions que la personne prend pour elle-même. On est vraiment plus dans l'apprentissage. Ce qu'à ma connaissance, on ne fait pas si bien que ça en santé mentale. Peut-être à travers les approches psychothérapeutiques, tout ça, oui, là, je pense qu'il y a un certain niveau d'apprentissage, mais en tout cas, comme résident, puis dans mes stages, on n'est pas beaucoup amené à réfléchir sur la pédagogie en tant que telle, même au niveau médical, là, puis sur comment les gens peuvent acquérir des nouvelles capacités. Puis ensuite de ça, ils sont aussi bons pour, comme je le disais, pour la compréhension des particularités développementales aussi là, des patients. Une source de friction fréquente que je vois entre les deux réseaux, c'est qu'on ne pense pas de la même façon. On ne pense pas de la même façon dans le sens que, puis là, tu sais, encore une fois, je caricature, puis je le mets gros pour faire comprendre, là, mais souvent, le raisonnement des médecins, des psychiatres, c'est un raisonnement qui est inductif. On va rapidement, quand on voit un patient à l'urgence, par exemple, au bout de 5 minutes, d'habitude, on sait pas mal qu'est-ce qu'il y a. Là. Bon, on va aller chercher d'autres informations, regarder pour la dangerosité, tout ça, mais rapidement, avec quelques informations, on va se faire une idée. Puis d'habitude, on ne se trompe pas tant que ça quand c'est dans la population neurotypique. On réfléchit par script. J'ai mis un exemple en médecine physique, là, douleur au niveau du ventre qui migre tranquillement vers la fosse iliaque droite, qui est intense. Puis là, je ne me rappelle plus les autres caractéristiques, mais rapidement, n'importe quel externe va vous dire « Ah, ben, c'est peut-être une appendicite. » Puis de la même façon, les gens, quand ils sont de garde, ils reçoivent un appel, ils se font dire quelques symptômes, qu'est-ce qui se passe avec le patient. Puis rapidement, on va avoir un script qui s'active, puis avoir plusieurs conduites, puis 3-4 diagnostics en tête à éliminer un après l'autre. Puis souvent, ben c'est ça. C'est plutôt rapide, c'est efficace. Ça a une bonne spécificité, mais par contre, ça n'a pas nécessairement une bonne sensibilité. Puis on peut tomber dans un raisonnement un peu comme en réadaptation quand on arrive plus en médecine interne, où est-ce qu'on va commencer à exclure les choses plus rares. Puis souvent, c'est ça. Ben, en réadaptation, eux, souvent, ils vont baser leur raisonnement sur l'exclusion de multiples problèmes potentiels. Puis souvent, c'est parce que leurs populations sont non-verbales. Fait que là, on se retrouve devant un patient qui présente un trouble de comportement quelconque. Puis là, ils essayent quelques petites choses rapidement, eux autres aussi scriptées. Puis si ça ne marche pas, ben là, ils tombent dans l'autre mode, qui est le mode de raisonnement systématique, si on veut. Puis qui va être basé sur l'utilisation d'outils sous forme de checklist. Puis tu sais, j'ai donné un exemple, l'ICP, TSA, donc l'inventaire des comportements problématiques, des causes probables en TSA, qui fait à peu près 40 pages. Là. Puis là-dedans, si on regarde, il va y avoir douleur dentaire, douleur aux pieds, ci, puis ça, allergie, lupus. Ça va vraiment être beurré large là, sur les causes potentielles. Parce que chez des gens non-verbaux, ça peut être difficile de voir les causes, puis il faut y aller de manière un peu plus systématique. Le problème, c'est que c'est lent, ça prend du temps, c'est pas très spécifique, mais ça peut être plus sensible si fait de manière sensée. Puis comme je le disais, ça peut être avantageux pour les patients non-verbaux.
C'est des patients qui vont arriver, exemple, en cabinet ou à l'urgence, puis là, je ne sais pas, leur éducateur, il a fait ça. Puis là, il dit, ah, on se demandait, il faudrait faire une gastroscopie, il a peut-être mal à la tête, il y a ci, il y a ça. Puis on est comme, wow, je ne sais pas, on va essayer de penser à ça un peu avant. Mais c'est un peu, moi, ma compréhension, c'est que c'est pour ça, c'est que chez les patients qui sont non-verbaux, on n'a pas accès à une bonne proportion de l'information qu'on aurait normalement pour poser des diagnostics. Souvent, l'autre chose, c'est qu'ils ne vont pas nécessairement être bien reçus dans des cabinets de médecine générale non plus. Donc, ça arrive parfois qu'ils sont sous-investigués, avec une possibilité de laisser des causes qui seraient plus facilement détectées si la personne parlait et elle n'avait pas des particularités comportementales. Donc, le rôle de la santé mentale, comme je le disais, je le campe vraiment en termes de comorbidité, donc les conditions psychiatriques qui pourraient se présenter chez ces patients-là. Le rôle, il n'y a pas de rôle en tant que tel au niveau de la déficience intellectuelle ou de l'autisme, qui ne sont plus considérés comme des pathologies, que ce soit mentales ou physiques. Ils sont vraiment plus considérés sur un spectre de différence, de handicap ou de difficultés sociales, mais pas en termes de psychologie, de psychopathologie. En déficience intellectuelle, bon, c'est souvent les études pas super bonnes, là, mais je les ai mis en note en dessous, là, les études exactes d'où j'ai tiré les informations. Il y a souvent une grande hétérogénéité des études. Grosso modo, on pense qu'il y aurait plus de problèmes de santé mentale dans cette population-là. La DI en soi ne protégerait pas contre les troubles de santé mentale, contrairement à ce que grand-papa Freud disait. On aurait entre 13,9 à 75% overall pour les troubles de santé mentale selon la méthodologie utilisée. On s'entend que c'est assez variable. Dépression, peut-être 4 à 6 fois plus de risque de développer une dépression à vie. Troubles psychotiques, j'aurais dans une méta-analyse qui a l'air d'avoir un peu plus de sens que les autres chiffres, 3,46% comparé à 0,72% dans la population générale, ce qu'ils avaient comme chiffre, ce qui me semblait peut-être plus réaliste. Là. MAB 1,1% sur 2 ans, puis TDAH, prévalence 3 à 5 fois plus élevée dans la population, évidemment. Ça dépend toujours comment ça a été fait, comment ça a été posé, puis comment ils s'assurent du diagnostic. Là. Dans le cas de l'autisme puis les troubles concomitants, là, évidemment, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de variables, le niveau de langage, la déficience intellectuelle, etc., si elle est présente ou non. Mais grosso modo, on aurait jusqu'à 70% selon les revues récentes, avec comorbidité évidemment de troubles neurodéveloppementaux autres aussi, comme le TDAH, puis des troubles plus situationnels comme le trouble oppositionnel avec provocation. Troubles psychotiques, 12 à 17%. C'est toujours la question de est-ce que c'est bien ça ou c'est plutôt qu'il y a des gens qui reçoivent des diagnostics qui ne sont pas nécessairement fondés parce qu'il y a une partie de la sémiologie qui se ressemble. Je n'ai pas de réponse directe à ça. Puis au Québec, chez les 1 à 17 ans, donc chez les enfants, c'est les chiffres qu'on a pour l'instant en fonction des bases de données administratives. Là. Donc quand même pas mal d'anxiété. Donc le premier chiffre étant la population de personnes autistes, le deuxième étant la population générale. Donc, on voit quand même une bonne augmentation de la prévalence des troubles. Donc, rapidement, si je le donne en mode de ce que je fais un peu tous les jours, là, notre approche au diagnostic des comorbidité, c'est à peu près ça. Là. Donc, je vais me référer au DMID2, puis je vais vous montrer ici, dans le fond, c'est le manuel. C'est un manuel qui reprend la plupart des grandes pathologies du DSM-5, puis qui va faire une revue de littérature au début sur chaque grande classe, le trouble psychotique, trouble anxieux, trouble de l'humeur, trouble de personnalité. Ils vont émettre des critères modifiés en fonction du niveau de déficience intellectuelle aussi. Moi, les critères en tant que tels, c'est le fun, c'est intéressant, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la revue de littérature qu'il y a dans chaque section avant les troubles, où ils peuvent mentionner comment la sémiologie peut être différente, s'il y a des échelles, des échelles qui peuvent être aidantes pour le diagnostic des comorbidités ou pour le suivi. Puis s'il y a des adaptations dans les traitements aussi. Donc, selon les sections, ça peut être quand même très intéressant. Fait que je me réfère à ça quand une hypothèse émerge d'un trouble de santé mentale. J'essaie de coller à l'esprit du diagnostic,
d'éviter de trop étirer les diagnostics, là, sinon ça fait un peu patients qui ont été suivis, qui ont 15 psychotropes, avec des diagnostics un peu farfelus. Mais bon, on essaie de coller quand même au diagnostic initial, parce que s'il n'y a rien de commun avec ce qui est écrit dans le DSM, ben, à un moment donné, c'est à se demander est-ce que c'est vraiment comparable. J'essaie d'avoir un seuil quand même élevé pour les diagnostics accompagnés de traitements psychopharmacaux lourds, le trouble bipolaire, la schizophrénie. Peut-être un seuil un peu plus faible pour les diagnostics qui sont quand même fréquents dans la population, comme je vous montrais, qui sont souvent sous-diagnostiqués, comme les dépressions, les troubles anxieux, où on va aller plus vers un ISRS, des choses comme ça. Donc, la médication pas si toxique que ça, là. Puis tenter d'éviter les troubles, de psychiatriser les troubles d'adaptation. Donc, quand il y a évidemment avoir une sensibilité envers les enjeux systémiques, puis les changements environnementaux autour du patient. D'essayer de s'assurer qu'on n'est pas plutôt dans un contexte comme ça qu'un vraiment un trouble psychiatrique d'apparition. L'autre chose aussi qui me paraît important, c'est que c'est des patients qui ont un fonctionnement qui est plus différent que la moyenne des gens de la population générale. D'avoir une idée du fonctionnement de base, c'est souvent intéressant de savoir comment la personne fonctionne d'habitude. Est-ce qu'il y a un changement par rapport à ce niveau-là ou pas? Évidemment, s'il n'y a pas de changement, ça risque d'être plutôt dans le neurodev. Là. Mais s'il y a un changement aigu à ce moment-là, il pourrait y avoir une condition médicale, que ce soit physique ou santé mentale, possiblement. Je ne sais pas si c'est sûr que c'est ça, là, mais ça peut soulever la question, effectivement, qu'il se passe quelque chose. Puis, est-ce que les symptômes dépassent ce qu'on s'attend du niveau cognitif de la personne? Puis, c'est là que les gens de la réadaptation peuvent être utiles. Par exemple, si on ne sait pas exactement, je vous donne un exemple rapide, le trouble obsessionnel compulsif chez des personnes qui ont un TSA avec déficience intellectuelle puis non-verbaux, je ne prétendrai pas être capable de faire immédiatement la différence, là, parce que c'est pas évident, mais déjà de se dire, par exemple, il y a un patient qui va dans une classe à l'école avec 15 autres pairs qui ont un niveau similaire, avec des intervenants qui en suivent 25-30 autres, le psychoète qui en a peut-être vu 500 dans sa carrière, puis de se dire, ben, vraiment dans ce contexte-ci, ça semble dépasser largement ce qu'on s'attend de ce type de profil-là. Ça peut donner quand même une idée pour aller sur une hypothèse de traitement. Ou sinon, non, de dire tel type de comportement ritualisé ou répétitif, on le voit tout le temps en autisme. Là, je veux dire, c'est des personnes qui ont ce profil-là, on ne s'attend pas à ce que ce soit un TOC ou quelque chose de surajouté. J'avais rajouté des vignettes aussi dans ma présentation, un peu en autodérision pour montrer que c'est pas parce qu'on est supposément un expert qu'on ne se plante pas. Puis aussi pour dire que cette population-là, un des gros messages clés que je devrais faire, là, que j'aurais dû écrire à la fin de la présentation, c'est mieux vaut essayer puis se planter que juste rien faire puis se retrouver sans arrêt à l'urgence, les organiser à perdre leurs ressources. Puis c'est un peu ce que je veux présenter comme type de vignette, là. Bon, la première, j'ai intitulé « Poser les bonnes questions ». J'avais un homme de 38 ans qui a été dans des RAC. Les RAC, c'est le top en réadaptation, ressources d'accompagnement continu. Donc, des intervenants du CRDI directement sur place. Ce n'est pas une INRI, ce n'est pas du public-privé. Donc, un homme avec une DI modérée, il a fait 5 ressources dans les 10 dernières années. Ça ne va pas. Il est tout le temps désorganisé. Il y a des gros problèmes de frontalité aussi. Il agresse les patients, il agresse les intervenants. Il est très, très peu patient. Il a la mèche courte. Il est un petit peu suspicieux des fois. Je vous dirais, à un moment donné, on n'a pas eu le choix de l'hospitaliser parce qu'il a perdu sa ressource, ce qu'on essaie de ne pas faire. Puis quand je me promenais avec un dossier, il me disait « C'est-tu mon dossier, ça? » Des choses comme ça. Puis je pensais que ça faisait partie plutôt de quelque chose au niveau de la personnalité. Il n'y avait pas d'éléments psychotiques si francs que ça, au-delà d'une certaine paranoïa, si on veut. J'ai décidé d'aller pour la clozapine parce qu'il y avait à peu près tout essayé la médication possible. Puis il y a quand même certaines évidences qui montrent que la clozapine peut aider à traiter des troubles de comportement purs dans cette population-là, même s'il n'y a pas de troubles psychotiques. Puis j'ai eu l'idée d'appeler la mère qui n'était pas curatrice, qui n'était pas impliquée depuis quand même plusieurs années dans le dossier,
Là, elle m'a dit que ça semblait être une excellente idée parce qu'elle-même prenait de la clozapine depuis plus de 20 ans et qu'elle tolérait très bien cette médication-là. Là, je me suis dit, OK, peut-être que j'aurais dû parler à la mère avant. À ma défense, comme je dis, c'était pas c'était la curatelle publique, ce monsieur-là, il n'était pas chez sa mère, etc. Mais bon. Puis il y a une disparition complète des éléments d'agressivité, mais aussi de l'aspect de suspicion, ce qui m'a fait dire probablement que c'est effectivement un trouble psychotique que j'avais interprété comme étant en plus des éléments de personnalité ou autres, ou à cause de ses déficits cognitifs, des problèmes d'interprétation, alors que finalement, ben, c'était probablement effectivement un trouble psychotique. Si j'avais fait un bon historique familial, peut-être que je serais allé plus rapidement vers la clozapine. Ensuite de ça, comme je disais, essayer, même si on n'est pas sûr, vignette 2. Oups, excusez, je suis en train de perdre les clés de mon clavier. Un homme de 25 ans autiste avec une intelligence limite, élément de TP histrionique, et oui, j'ai des patients qui ont vraiment un diagnostic très fiable d'autisme qui a été fait dans l'enfance, dans des bonnes cliniques, là, pas dans des cliniques privées tout croche à l'âge adulte, on ne sait pas trop d'où ça vient, là, mais des bonnes évaluations complètes à DOS, à DIR, etc. Follow-up en pédopsychiatrie, c'est vraiment ça. Qui ont des éléments histrioniques aussi. C'est vraiment particulier comme tableau, mais je vous le dis, ça se peut. Avec des éléments de troubles d'attachement aussi. C'est un patient qui se présentait tout le temps à l'urgence avec des idées suicidaires, qui semblaient être liées plus aux éléments de personnalité. Il pouvait crier la nuit aussi, qui aimait les intervenants, etc. Là, il a commencé à se déguiser en espion pour aller comme à son plateau de travail puis à regarder comme à travers la fenêtre comme ça, ou faire des appels puis comme raccrocher à la dernière minute. Puis je pensais vraiment que c'était dans le contexte d'enjeux de personnalité et autres, mais comme il était aussi agressif envers les responsables de la ressource, puis qu'il était déjà sous Seroquel, je me suis dit, ben, on va augmenter Seroquel, là, plus parce que je ne sais pas quoi faire, puis parce que peut-être ça va diminuer l'impulsivité. Puis, ben, depuis ce temps-là, ça fait 2 ans, lui aussi, il n'est plus jamais retourné à l'urgence. Puis il a vu ces éléments-là. Fait que là, encore une fois, je me suis dit, ah, oups. Peut-être qu'effectivement, lui aussi avait réellement un trouble psychotique, mais que la sémiologie était tellement particulière que je ne le reconnaissais pas en tant que tel, comme tel. Mais avec aucun autre changement environnemental, psychothérapeutiques, éducatifs ou autre, dans une ressource pas particulièrement équipée, juste en augmentant le Seroquel, tout ça est disparu, plus aucune visite depuis 2 ans à l'urgence. C'est un patient qui avait été judiciarisé aussi parce qu'il avait attaqué quelqu'un dans un Tim Hortons, qui avait refusé de donner sa carte d'affaires. Donc, quand même, quelqu'un qui avait un profil quand même assez important de discuter et de dangerosité jusqu'à un certain niveau. Fait que, essayez même si on n'est pas sûr. Écoutez les familles. C'est l'autre affaire que des fois je ne fais pas ou que je fais plus tard. Donc, il y avait un homme de 32 ans, syndrome de Down. Puis, ce que sa famille m'expliquait, c'est que depuis qu'il avait arrêté le trilafon, il ne parlait plus, il était rigide, il y avait de la rétention urinaire au point de devoir avoir des cathétérismes aussi à l'hôpital. Puis il y avait une dysphagie sévère avec étouffement il avait failli avoir un décès dans ce contexte-là. Puis pendant 2 ans, c'était pas mon patient initialement. Il y avait eu des essais de l'autre médecin précédent de changer sa médication. Il avait été jusqu'au Nitoman pour les troubles moteurs, etc. Il a tenté plein de choses. Puis la famille me disait non, mais c'est depuis la médication. Puis je trouvais pas ça logique en fonction du profil de la médication. Tu sais, qu'au contraire, il y avait déjà des effets anticholinergiques. Je m'attendais plus à un rebond, à l'arrêt ou quelque chose de ce type-là. Mais finalement, j'ai dit, ben, OK, on va l'essayer pareil. Puis ça a marché. J'ai remis le trilafon, puis il a arrêté d'avoir des problèmes Il a recommencé à parler. Il ne parlait plus du tout, il a recommencé à parler, il a arrêté d'avoir de la dysphagie, puis il n'est plus jamais retourné à l'hôpital pour avoir des cathétérismes. Fait que ça, c'est l'autre point. Des fois, ben, même si ce n'est pas logique, ils peuvent avoir raison. Ça se peut. Bon, continuons. L'évaluation des comorbidités. Oui, excusez. Oui, peux-tu me permettre une question, justement, oui. pendant quand vous êtes tant qu'à essayer quelque chose quand c'est un peu empirique, au bout de combien de temps est-ce que vous réévaluez si ça l'a aidé ou pas en se disant, mais finalement, si on a augmenté quelque chose, on pourra le diminuer parce que ça n'a pas aidé? Ben là, en fait, là, ça, c'était. J'avais quelque chose. Ce qu'on allait suivre, c'était les difficultés au niveau motrice. Fait que je le voyais comme aux 2 semaines initialement. Dans d'autres cas, quand c'est plus psychotique, ben là, je le revois plus souvent. Ça dépend un peu qu'est-ce qu'on vise. Mais je dirais que
j'essaie d'avoir une hypothèse quand même de travail normalement autour d'un problème de santé mentale. Bon, dans le cas d'éléments physiques, c'est une autre condition reliée à la santé mentale parce que c'est un effet secondaire de la médication, là, mais si, mettons, j'y vais sur une hypothèse de psychose, ben, je vais dire, OK, là, on va travailler cette hypothèse-là de psychose. Je vais essayer, exemple, souvent, on n'a pas à se casser la tête, ils prennent déjà 12 médicaments. Fait qu'on en prend un qui n'est pas optimisé. Là, je me dis, ben, on va essayer d'optimiser votre risperdal jusqu'à la limite. Si ça ne change rien, on va l'enlever. Puis, ben, j'attends une couple de semaines, là, comme on ferait pour un patient neurotypique. Je n'attends pas nécessairement plus longtemps là, pour avoir un effet. Puis, c'est ça. Puis, si l'hypothèse, si ça ne marche pas, ben, après ça, je vais essayer une autre hypothèse. Puis là, je n'essaie pas de présenter non plus qu'il faut nécessairement aller dans le sens d'une hypothèse comme ça. C'est plus surtout si vous avez déjà un patient qui prend 12 médicaments, donc vous n'êtes vraiment pas sûr des indications. Pour moi, aussi bien de tester l'indication de cette médication-là, de l'essayer de l'optimiser, puis de la cesser, puis de dire, ben, écoutez, regardez, cette hypothèse-là, on l'a testée, puis ça ne marche pas. Fait que dans votre plan, vous pourrez mettre un X dessus. Là. Je vais vous montrer un peu plus tard le mode de réflexion aussi quand il y a des troubles de comportement, qu'est-ce que les gens de la réhabilitation, comment ils les interprètent. Pour l'évaluation des comorbidités, ce qu'il y a comme difficulté potentielle pour le diagnosticien, il y a ce qu'on appelle la distorsion intellectuelle, c'est la capacité, quand les gens ont de la difficulté à exprimer leur ressenti, ça peut sortir un peu différemment, un peu tout croche, fait que ça peut être difficile d'interpréter qu'est-ce que la personne dit. Le masquage psychosocial, c'est quand souvent ces gens-là sont très sortis de la société. Ils vivent dans des ressources, ils ne sortent pas beaucoup, etc. C'est sûr que la présentation de leurs difficultés peuvent être très différentes de ce qu'on s'entend dans la population générale où les gens ont des contacts avec les autres personnes, avec la culture, avec la télévision, etc. Si on donne comme exemple l'évolution de la schizophrénie dans le 20e siècle, ben, ils ne parlaient pas nécessairement de vaisseau spatial en 1900, c'est devenu plus en mode avec. C'est juste par rapport à ça, des gens qui sont un peu retirés de la société, ils peuvent avoir une présentation qu'on ne voit pas souvent. Des intégrations cognitives, ça arrive quand même assez souvent, j'en ai eu plusieurs dans ma population. Sous stress aigu, les personnes autistes ou avec déficience intellectuelle ils peuvent devenir désorganisés, puis avoir des symptômes d'allure psychotique ou carrément des symptômes psychotiques. Mais dans un contexte de stress important. J'en ai eu un cas d'un patient qui vivait avec sa mère qui est décédée. Il s'est fait voler son héritage, c'était vrai, par sa sœur. Mais là, il s'était mis à penser que Justin Trudeau était là-dedans. Là, puis c'était construit un système délirant autour de ça. Mais il était quasi sans abri. On a réussi à lui trouver un appartement, arranger ça autour de lui. Puis les symptômes psychotiques sont complètement disparus, là, sans médication, sans rien. Surtout chez quelqu'un. Un trouble psychotique, il y a des âges quand même où ça commence, il y a une progression, etc. Quelqu'un que ça commence vraiment d'un coup comme ça, il ne consomme pas, de se dire est-ce que ça pourrait être secondaire à quelque chose d'autre dans son environnement là, avant de sauter sur une hypothèse de schizophrénie. Augmentation des déficits de base qui va donner le change pour des symptômes psychiatriques. J'ai plusieurs patients dont la plupart du temps, on ne connaît pas les syndromes génétiques des gens. On pense que dans 50% des cas à peu près de déficience intellectuelle, il y a un syndrome génétique associé au moins. On est peut-être capable d'en trouver 15%, là, ça dépend. Donc, dans plusieurs cas, il peut y avoir des syndromes associés à une dégradation cognitive au fil du temps. On sait entre autres que le X-fragile peut avoir une dégradation à l'adolescence. Le syndrome de Down, il peut y avoir de l'Alzheimer précoce dans la quarantaine. Fait que des fois, le décours d'un trouble neurologique, neurogénétique, peut être lié à une dégradation du fonctionnement aussi, sans que ça soit nécessairement une schizophrénie ou quelque chose d'autre qui est suragité. Puis le masquage diagnostique, c'est la tendance à penser que nécessairement parce que quelqu'un a une déficience intellectuelle, ça va expliquer l'ensemble de ses difficultés. Au lieu qu'il puisse y avoir d'autres choses aussi qui expliquent. Donc, de nécessairement penser que si quelqu'un a un trouble de comportement, c'est dû à ses particularités développementales. J'avais antérieurement une slide sur le risque associé au surdiagnostic, mais je voulais aussi être plus balancé puis parler des risques du sous-diagnostic. Il y a quand même des risques de chronicisation des difficultés.
un risque de non-réponse aux interventions. Souvent, ça va être une des choses qu'ils vont mentionner. Les intervenants, ils disent qu'il n'est pas disponible. Le patient n'est pas disponible. On n'est pas capable de s'asseoir avec puis de faire des interventions parce qu'il bouge trop, il est trop agressif, il est comme pas là, etc. Donc, non-disponibilité et non-réponse aux interventions, si ce n'est pas ça le problème. Il peut y avoir un accès de perte d'accès de perte de l'accès aux soins en santé mentale s'il n'y a pas de diagnostic, c'est logique qu'il n'y ait pas de soins en santé mentale. Il peut y avoir une souffrance non adressée, évidemment, les gens qui font des dépressions, puis ce n'est pas reconnu. Il peut y avoir des changements de ressources à répétition, il peut y avoir des suicides dans certains cas, évidemment, etc. Puis les risques associés au surdiagnostic, ben, j'avais des risques au niveau individuel puis au niveau sociétaire aussi, là, comme l'exposition des psychotropes aux effets secondaires. On le voit souvent, les patients qu'on reçoit avec des grosses polypharmacies. Des cycles de changement sans fin de médicaments qui ne servent à rien. C'est aussi une autre chose qu'on voit. Là. Des fois, c'est ça, les gens arrivent avec une nouvelle hypothèse de santé mentale encore. Ils ont déjà essayé 20 psychotropes dans leur vie. Probablement que le 21e, le pourcentage de chances que ça, tout à coup, ça va changer quelque chose est faible. Il peut y avoir un délai avant de recevoir les traitements réellement indiqués. Souvent, dans les familles, dans les ressources, on va faire une demande un peu comme chez les enfants pour du Ritalin, là, quand ce n'est pas nécessairement un TDAH, là, de donner une pilule pour résoudre le problème, alors que ça prend plutôt des interventions puis des changements dans l'encadrement du patient. Il peut y avoir de la stigmatisation aussi, une perte de service en réadaptation, fait que l'inverse de nous, des fois, quand il y a un diagnostic en santé mentale, le réseau de réadapte puis ils ne veulent pas offrir de service. Puis pour la société, ben, il y a toujours un risque d'individualiser les problèmes. Dans la population des personnes autistes sans déficience intellectuelle, il y a à peu près 90% du monde qui n'ont pas d'emploi. Fait que c'est sûr que pas d'emploi, pas de logement adapté souvent. C'est sûr que se frapper tout le temps des impasses, ça peut amener à être un petit peu triste, déprimé puis suicidaire possiblement, alors que c'est probablement pas sous forme de psychothérapie individuelle ou de médication qu'on va régler la situation. On traite les conséquences plutôt que les causes de la détresse chez ces personnes-là. Puis il peut y avoir une atomisation des problèmes aussi, justement, de dire, ben là, nous, on fait telle affaire, vous ne fitez pas dans notre définition, fait que allez ailleurs. Je ne sais pas, aller où, mais vous allez ailleurs. Puis là, je mettais un exemple, dans le fond, d'adaptation de la sémiologie pour vous donner une idée, en prendre un en particulier. Là. Dans le cas de la dépression, bon, fait que les critères du DSM, on peut les interpréter un peu différemment. Puis un peu comme on fait chez les personnes âgées ou chez les adolescents. L'humeur peut être décrite comme irritable aussi, plutôt que seulement triste. Il peut y avoir de l'agressivité, destruction de matériel, augmentation de l'automutilation, des stéréotypies. Chez les personnes autistes sans déficience intellectuelle, des fois, ils ont de la difficulté à avoir accès à leurs émotions. Fait que ça se peut que vous n'ayez pas autant d'informations que chez des neurotypiques. Dans le cas des intérêts, ce qu'on peut voir comme sémiologie, c'est une baisse des refus d'activités préférées ou des activités qui sont fréquemment faites. Pour l'appétit, on peut voir du vol de nourriture ou de l'agitation pendant les repas. Au niveau du sommeil, des problèmes de comportement qui apparaissent pendant la nuit. Psychomotrice, agitation psychomotrice, augmentation de la déambulation chez certains patients qui vont avoir ce profil-là. Puis etc. Là, dans le fond, c'était vous donner un exemple de choses un peu différentes. La culpabilité, ça peut être que la personne se sent méchante. Elle a peur de ses aidants. Pour les éléments suicidaires, moi, j'ai des patients qui font des dessins. Il y en a qui se dessinent décapités avec du sang puis des choses comme ça. Des patients avec une déficience intellectuelle légère. Puis on peut avoir aussi de la confusion dans le cas comme des troubles dépressifs sévères là, avec caractéristiques psychotiques. Puis j'accorde une importance importante chez les patients, une grande importance aux symptômes neurovégétatifs chez les patients qui ne parlent pas, évidemment, parce que souvent, quand il y a un trouble de santé mentale, il va y avoir perturbation du sommeil. Quelqu'un qui est déprimé, surtout les diagnostics comme maladie bipolaire, s'il n'y a pas d'éléments cycliques et de problèmes au niveau du sommeil, je ne vais probablement pas aller dans ce sens-là. Bon, puis la dépression doit avoir un changement par rapport au niveau de fonctionnement standard, comme je le disais tantôt, au niveau scolaire, au niveau des activités.
Je vous avais donné des exemples d'échelles qui sont utilisées dans cette population-là pour les personnes autistes avec ou sans DI, ou les personnes avec DI sans... Non, ça, je pense que c'est autisme avec ou sans DI. Mais je pense qu'en général, quand on parle de ce genre de choses-là, la plupart, même une personne non-verbale, pour la dépression, je pense que la plupart des cliniciens vont être capables quand même de détecter, de la même façon que chez un jeune enfant, on va détecter la dépression, même si la personne ne va pas se présenter de manière typique comme chez les neurotypiques. Là. Mais je pense où ça devient vraiment plus problématique, c'est quand c'est un symptôme inhabituel ou un trouble de comportement qui est la plainte principale qui amène une consultation, soit à l'urgence, soit en cabinet psychiatrique. Donc, donc, des exemples de raisons de consultation pourraient avoir des cris plus fréquents, crise de colère, hyperactivité, changement d'état non spécifique, automutilation, mais non parasuicidaire, là, pas comme l'automutilation dans le trouble de personnalité, là, les gens qui se mordent, qui se frappent la tête des murs, etc., qui s'arrachent des lambeaux de peau. Puis, tu sais, d'abord, quand on parle de trouble de comportement, le trouble de comportement, c'est une action, un ensemble d'actions jugées problématiques parce que ça s'écarte des normes sociales, culturelles ou développementales et potentiellement préjudiciable à la personne et à son environnement social et physique. Donc, un trouble de comportement, évidemment, je sais que vous le savez, ce n'est pas un diagnostic médical. Là. Je le dis aussi parce que j'avais présenté à la table des chefs de mon CIUS parce que souvent, il y a d'autres spécialités médicales qui font des consultations en psychiatrie pour des troubles de comportement. Là, j'expliquais que ce n'est pas nécessairement un problème de santé mentale, ce n'est pas nécessairement un diagnostic. Puis ça ne justifie pas nécessairement une prise en charge en psychiatrie ou en psychiatrie spécialisée ou whatever. Puis là, j'avais mis des exemples, tu sais, quelqu'un qui crie, qui est irritable parce qu'il est sous-traité suite en post-op, ben on ne fera pas une consulte en psy, tu sais. Quelqu'un qui est agressif dans un épisode de délirium secondaire à une septicémie, on ne fera pas une consulte en psy, on va lui donner des antibiotiques, puis tu sais, on va gérer son agitation. En tout cas, je ne sais pas si on ne peut pas une consulte en psy, mais il me semble que ce n'est pas nécessairement logique. Là. De l'opposition suite à un AVC, je ne sais pas, tu sais. Vol de voiture dans un contexte de délinquance, hein, je sais que de plus en plus dans les hôpitaux psychiatriques, on a des patients qui ont une concomitance, troubles de santé mentale et délinquance, ou des fois même, on n'est pas tout à fait d'accord avec Pinel, puis c'est plutôt délinquance avec peut-être des psychoses toxiques de temps en temps. Mais en théorie, ce n'est pas une condition de santé mentale, là, avoir des troubles de comportement. Puis des crises de colère après 24 heures d'attente à l'urgence. Bon. L'idée étant d'illustrer que ce n'est pas qu'il y a un trouble de comportement qui est nécessairement un problème de santé mentale, évidemment. Environ au niveau de la déficience sévère, il y a au moins 80% des troubles de comportement. Le chiffre que j'avais, moi, c'est quand quelqu'un se présente à l'urgence, qui a une déficience intellectuelle, puis qui a un trouble de comportement de novo, là, un nouveau trouble de comportement, c'était 30% du temps que c'était une cause médicale. C'est quand même vraiment beaucoup, là. 80%, ça me semble peut-être un peu trop. Mais 30%, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire qu'une fois sur trois, s'il y avait dans certains cas, oui, ils vont trouver une cause rapidement. Là aussi, là, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de ce qui est découvert quand ils se présentent réellement à l'urgence. Moi, c'est sûr que c'est les cas qui se présentent après que des fois, ils n'ont pas tout à fait investigué que je vois. Là. Mais jusque dans un tiers des cas, quand c'est vraiment quelque chose qui arrive nouveau puis que ça n'existait pas comme trouble de comportement, on peut penser que dans le tiers des cas, il y a un problème de santé qui est apparent. Oui, je ne sais pas si j'en parle plus loin, mais c'est justement pour ça que j'avais présenté à la table des chefs, parce que mon point dans cette présentation-là, c'était que il y a certaines spécialités pour lesquelles on a de la difficulté à avoir des investigations, nommément la gastro, parce que pour les patients non-verbaux, il peut y avoir des problèmes qu'on ne voit pas parce que la plupart des examens médicaux, ça va être un cœur, poumon, abdomen quand les gens vont à l'urgence, puis ils ne verront pas nécessairement si les gens ont des problèmes digestifs. La gynéco, les patients on ne peut pas se trapper puis écarter, je veux dire, c'est traumatisant, là, ça prend un plateau technique. La radiologie,
où des fois, on ne peut pas faire de scan, la personne ne reste pas tranquille ou d'IRM alors qu'on en a besoin dans l'investigation. Grosso modo, c'est eux les plus difficiles. Puis ce qui serait utile aussi, bien, souvent en neurologie, on aimerait avoir un peu plus de support, là, mais ce n'est pas tant que le plateau n'est pas approprié là, que pour d'autres raisons qu'on n'en a pas. Là. Mais effectivement, ça, c'était la raison de cette présentation-là. Puis de dire aussi, quand les patients arrivent en hôpital psychiatrique qui ont été sous-investigués, évidemment, le plateau technique puis les compétences des consultants auxquels on peut avoir accès n'est pas la même. Là. En hôpital psychiatrique, juste à l'Institut, nous, on a une unité médicale qui est comme un peu le thermomètre de la médecine. Là. Il n'y a pas de consultants qui vont là, il n'y a pas de scan, il n'y a pratiquement rien. Fait que c'est sûr que quand ils se retrouvent hospitalisés en psychiatrie puis qu'on soupçonne un trouble de santé physique, souvent on tombe un petit peu dans une spirale problématique parce que c'est pas facile de faire investiguer quelqu'un, surtout quand c'est dans un autre hôpital qu'il faut l'envoyer. Oui, effectivement, c'est un gros problème quand les hôpitaux psychiatriques sont séparés des hôpitaux généraux. Ça n'aide pas. Je voyais qu'il y avait une autre main levée. DM-ID, c'est le Diagnostic Manual. Non, rapidement, ce qui existe, c'est dans les guides de pratique qui sont plus étoffés, là, puis faits de manière rigoureuse, là, comme en Angleterre, là, le NICE a produit des guides de pratique sur la déficience intellectuelle puis l'autisme, dans lesquels ils ont émis des recommandations pour l'adaptation des psychothérapies, par exemple. Mais c'est très lapidaire, c'est pas très dans les détails comme recommandation. Fait que c'est pas opérationnalisable là, en lisant ça. Ça donne des idées plus larges, là, du genre, en autisme ou en déficience intellectuelle, on essaie d'utiliser le visuel selon le niveau de langage de la personne, essayer d'utiliser du langage clair et direct plutôt que des métaphores. C'est ce genre de recommandations-là que c'est utile, là, tant mieux, mais ça ne va pas nécessairement se traduire directement par une intervention dans la clinique. Mais il existe j'ai des psychologues à ma clinique qui font du coaching des fois pour ça à d'autres psychologues parce qu'il existe des approches modifiées, manualisées pour les personnes autistes ou qui ont une déficience intellectuelle. Oui, ça revient un peu à un des messages que je dis à la fin qui est à un moment donné de se concentrer sur les problèmes qu'on voit là. Parce que il y a des gens qui ont une quantité assez impressionnante de diagnostics. Ça arrive en santé mentale aussi, où des gens vont avoir 4-5 diagnostics comorbides, puis là, on ne sait plus trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on traite. Mais de se dire, moi, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que j'y vais par dimension. Je me dis, ben là, on va travailler, on a une liste de problèmes, puis on va essayer de travailler ce problème-là ou ces problèmes-là, puis de le faire de manière dimensionnelle plutôt que catégorielle en termes diagnostiques, puis de prendre quel outil on a parmi les outils qui sont disponibles pour nous pour le résoudre. Un exemple de ça, c'est les personnes Asperger. Il commence à avoir de la littérature sur la DBT pour les personnes Asperger. Ça peut être particulièrement intéressant. Si ce n'est pas disponible, évidemment, parce que la dispensation des services dépend des diagnostics. Fait que les cliniques spécialisées en troubles de personnalité, ben, ils donnent à des gens qui ont des troubles de personnalité, puis c'est logique. Là, c'est pas... Puis de la même façon, nous, on ne donne pas des services aux gens qui ont des troubles de personnalité, alors que ça se pourrait que dans la réadapte, des fois, il y a des gens qui ont besoin de travailler leurs habiletés sociales de la façon qu'eux le font. Puis ça, à l'inverse, il y a des gens qui pourraient travailler l'autorégulation avec des outils qu'on utilise pour des diagnostics spécifiques, mais juste pour une dimension spécifique de leurs difficultés. Moi, c'est ça que j'essaie de faire aussi, d'y aller par outils puis problèmes, des fois, quand les personnes n'y fitent pas très bien dans nos boîtes préconçues. Dans le cas de la déficience intellectuelle, ça nous donne quand même un peu une idée du fonctionnement de la personne plus facile à se faire une idée, je vous dirais. Dans le cas de l'autisme, c'est tellement large comme diagnostic que souvent, le diagnostic en tant que tel n'est pas très parlant des forces et des difficultés de la personne. Puis à ce moment-là, puis surtout avec l'élargissement du diagnostic, il risque d'avoir beaucoup de gens qui se présentent avec des diagnostics à l'âge adulte potentiellement douteux. Puis ça serait dommage de leur retirer l'accès à des services de santé mentale alors que le diagnostic veut
pas dire grand-chose au final. Il y a des gens qui reçoivent des diagnostics de TSA que j'ai vus pour réévaluation, puis c'était pas ça pantoute, là. En tout cas, c'est juste pour dire, selon la rigueur avec laquelle le diagnostic a été fait, je pense. Je vais répondre en deux volets, puis en même temps, je vais faire un segue à ma propre présentation qui n'est pas finie, vers autre chose que j'allais dire. Premièrement, je vais répondre. Mais je vais répondre en même temps que je fais ça. Mais je vous jure que je vais vous répondre explicitement à votre question. D'abord, c'est ça, quand on ne sait pas c'est quoi le comportement, qu'on n'est pas habitué, si on ne sait plus comment questionner, je donne tout le temps mon exemple. Moi, j'avais un patient qui se rentrait de poing au complet dans l'anus en se faisant vomir. C'est des comportements qui peuvent être quand même très atypiques. Puis je suggère de retomber un peu comme les externes font en médecine, là, d'y aller au PQR-STU pour essayer d'avoir une vision d'ensemble du symptôme, pour en faire le tour, pour mieux le décrire avant d'avoir un jugement sur exactement qu'est-ce que c'est, ou est-ce que ça a un rapport quelconque avec la santé mentale, la santé physique ou non. Puis comme je disais, effectivement, il y a plusieurs causes de santé physique souvent éliminées avant qu'on arrive à la santé mentale. Puis ça, c'est la suggestion que j'avais trouvée dans un manuel. Là. Vous avez la référence aussi dans la présentation, où on regardait. Puis c'est comme dans la population générale, ultimement, hein, dans le sens que... Oh, ma souris, elle bouge-tu? Oui, ma souris, elle bouge. On n'y pense pas parce que c'est tellement automatique. Mais quelqu'un qui arrive pour une dépression, qui n'a pas été vu en médecine générale ou rien, on va lui faire une thyroïde, là. On va lui faire une TSH, on va vérifier qu'il n'y a pas un problème de santé physique quand même si on n'y pense plus parce que c'est automatique, mais c'est la même chose dans cette population-là, c'est juste qu'il y a des fois difficile à investiguer. Ensuite, est-ce qu'il y a des problèmes environnementaux? Même chose que pour les neurotypiques. Est-ce que c'est une rupture amoureuse plutôt que nécessairement une dépression? Il y a des choses qui sont passées dans la vie de la personne. Dans le cas de nos personnes avec déficience intellectuelle, ça peut être quelque chose qui paraît banal pour nous, peut être quand même très grave, comme un changement d'intervenant, changement de ressources, déménagement, changement d'école, changement de classe, name it. Ça peut être quelque chose qui ne paraît pas grave a priori, mais qui peut l'être pour cette personne-là. Les traumas, les expériences émotionnelles difficiles. Puis après ça, on arrive à la question d'un trouble psychiatrique. Mais fait je vais y aller en... C'est comme deux branches de deux réponses par rapport à votre question. Dans le fond, l'urgence, ce n'est pas un très bon endroit pour investiguer un trouble de comportement. Puis il y a comme deux choses différentes. Quand il y a un trouble de comportement, comme on disait tantôt, aigu, quelque chose qui est apparu rapidement, puis qui est vraiment qui est nettement différent du fonctionnement de base de la personne. Là, ça me paraît correct que la personne se présente à l'urgence générale pour être investiguée, parce que surtout si c'est quelqu'un de non-verbal puis qu'on a jusqu'à un tiers de cas où c'est potentiellement des troubles de santé physique, ça vaudrait la peine d'investiguer ça. Fait que quand c'est quelque chose de très aigu, de très nouveau, je pense que c'est correct qu'il y ait une évaluation médicale à ce niveau-là. L'autre point, c'est quand c'est chronique. Quand un trouble de comportement est chronique, ce n'est pas l'endroit l'idéal, l'urgence, pour l'investiguer. Pourquoi? Parce que le trouble de comportement, la slide que vous avez en ce moment, c'est comment ça devrait être investigué selon les meilleures pratiques québécoises actuelles, ou en tout cas un peu partout dans le monde. Puis, ce n'est pas quelque chose qui se fait sur un dizaine. Fait que c'est sûr qu'à l'urgence, on va avoir non seulement une capacité limitée à obtenir l'information, on n'aura pas les intervenants qui sont les mieux outillés pour faire une évaluation, une analyse comportementale, puis la personne ne va souvent pas être dans son état normal, juste du fait qu'elle n'est pas dans un environnement habituel. Fait que, pour les troubles de comportement chroniques, ça me paraît moins une bonne raison qui se présente à l'urgence. L'autre problème encore, c'est quand le niveau de dangerosité est élevé, puis que dans les ressources ou dans les familles, ils ont de la difficulté à gérer la personne parce que oui, le trouble de comportement est chronique, mais là, il est arrivé un événement grave qui fait en sorte qu'il demande un arrêt d'agir, etc. Dans le cas des troubles de comportement graves et persistants, là, idéalement, ils ne viendraient pas à l'urgence, les gens, quand ils ont un problème comme ça. Puis moi, j'ai déjà proposé au CRDI qu'on trouve d'autres solutions.
exemple des unités de troubles de gestion de crise, etc. Parce que l'urgence n'est pas un milieu adapté pour des personnes qui ont des particularités. C'est pas adapté pour personne, en fait. Je ne sais pas pour qui c'est adapté l'urgence. Même pour les gens qui travaillent là, c'est pas adapté. Fait que je sais pas. Mais, mais c'est encore pire pour des gens qui ont des particularités sensorielles. C'est un endroit bruyant, il y a beaucoup de va-et-vient. C'est un endroit pas familier, il y a beaucoup de personnes différentes qui passent. Ça fait peur, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui pleurent, il y a des tests, il y a des piqûres, etc. Fait que c'est un endroit qui est quand même pas mal aversif. Puis, déjà en santé physique, en santé mentale aussi, c'est pas nécessairement un lieu super agréable. Fait idéalement, on aurait un lieu plus adapté quand c'est des gens qui ont des troubles de comportement récurrents. Parce que comme je vous disais, quand c'est aigu, c'est de bonne guerre qu'on investigue parce que chez les patients non-verbaux surtout, puis chez ceux qui sont moins verbaux, qui ne sont pas super verbales, des fois, la survenue d'irritabilité ou d'une manifestation comportementale, ça peut être une façon d'exprimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de la douleur ou autre. Là. Fait que c'est sûr que ça vaut la peine. Fait idéalement, on aurait un autre lieu pour faire des arrêts d'agir, mais ce lieu-là n'existe pas. Il semblerait que ça a déjà existé partiellement dans certains secteurs, mais ça n'existe plus. Les CRD ont plusieurs types de ressources qui peuvent être utilisées avant de se rendre dans l'urgence. Il y a des équipes qu'on appelle l'équipe dédiée en TGC, donc qui peuvent amener de l'aide, du support à la gestion des crises. Ils ont une couple d'équipes comme ça, comme d'urgence, qui vont sur place, d'équipes mobiles pour essayer de gérer la situation. Mais des fois, c'est ça, ça dépasse leur capacité ou c'est tellement gros le CRDI que certaines ressources ne sont pas au courant que ça existe ou dans certains secteurs, ça ne l'est pas. En tout cas, les gens appellent la police puis ben, ils sont amenés à l'urgence pour un arrêt d'agir. Moi, j'ai une approche un peu pragmatique au sens que je le vois un peu comme quelqu'un dans une ressource en santé mentale aussi qui pète sa coche. On a des schizos avec un TPI ou je ne sais pas, s'il frappe un intervenant. Puis, ben, on les garde 24-48 heures, puis on leur donne congé après, quand la poussière est retombée. Moi, je le vois un petit peu sous cet angle-là, mais c'est vraiment pas un endroit idéal. Là. Je suis d'accord sur toute la ligne là-dessus. Là. Des fois, on n'a juste pas de choix. Il n'en existe pas d'autres lieux, malheureusement. Mais je pense que ça serait un chantier à mettre en place dans chacun de nos secteurs là, pour les troubles chroniques.
Juste pour donner une idée de l'ordre de grandeur de la pauvreté là, de ce secteur-là, une famille là, qui aurait une demande d'hébergement pour un de leurs enfants qui ne seront pas priorisés parce que, exemple, sont 2 parents, ça peut être de 12 à 15 ans d'attente pour une place. 12 à 15 ans, là. Fait que, tu sais, c'est encore pire que les CPE, là. Faut quasiment dès qu'ils savent le diagnostic, il faudrait qu'ils fassent une demande, là. Fait qu'il y a beaucoup de parents, c'est ça le moyen, c'est qu'à un moment donné, ils sont plus capables, puis le CRD n'a pas d'endroit, fait qu'ils drop à l'urgence pour une relocalisation d'urgence, ce qui est complètement terrible, mais que les gens n'ont pas le choix de faire à un moment donné. C'est de la folie pure, là. Mais pour essayer de se sortir justement de ça, c'est que pour moi, l'urgence, c'est pas le bon endroit pour faire ça, pour faire que ce soit des changements pharmacaux, des analyses comportementales et autres. Voici ce qui est suggéré pour l'analyse comportementale. C'est le plan d'action multimodal qui a été piloté par le SQE-TGC, qui est la Société québécoise d'expertise en troubles graves de comportement. Là, vous avez la page couverture. Qui est généralement, c'est une démarche qui va être débutée par l'éducateur avec un professionnel en soutien, généralement un psychoéducateur ou psychologue, qui va prendre justement les particularités de la personne. Donc ici, vous avez la grille d'analyse multimodale. Fait que vous allez avoir le trouble de comportement qui est décrit ici, avec les facteurs contributeurs puis déclencheurs. Quand on parle d'un déclencheur, c'est l'événement qui arrive juste avant qui va mener au trouble de comportement. Contributeur, c'est quelque chose de plus lointain. Exemple, quand il fait de la fièvre, il y a plus de chances qu'il soit agressif. Ça ne déclenche pas immédiatement, mais il y a plus de chances, ça augmente la probabilité que le trouble de comportement survienne. Un déclencheur, ça serait, exemple, quand je dis non, il me frappe d'en face. Bon, ben dire non, c'est un déclencheur. C'est l'événement qui arrive juste avant un trouble de comportement. Là, vous avez les facteurs de vulnérabilité ici de la personne. Puis ce qui touche plutôt la santé mentale, je les ai mis ici là, en rouge. Donc, les caractéristiques psychologiques de la personne, les éléments de santé mentale, puis les caractéristiques plus neurologiques, neuropsychologiques, qui peuvent, exemple, un TDAH avec de l'impulsivité peut augmenter la probabilité que le trouble de comportement, en tout cas, ça participe au trouble de comportement de la personne. Vous avez aussi là-dedans les diagnostics physiques, puis les aspects environnementaux, architecturaux ou autres. Là, exemple, les gens qui sont sensibles au bruit, qui peuvent avoir des comportements agressifs. Puis les facteurs de renforcement des comportements agressifs. Exemple, si on se rend compte que le comportement, je dis agressif, mais c'est le comportement, là, ça peut être une sorte de comportement, de se soustraire à une tâche. Exemple, la personne a crié quand on lui demande de faire telle affaire, puis le résultat est qu'on ne lui demande plus de faire telle chose. Bien, on peut se rendre compte que c'est un facteur de renforcement de ne pas faire l'activité. Mais comme je vous dis, ça, c'est vraiment la réadaptation qui doit tenir ce projet-là là, de plan d'action multimodal. Nous, on peut participer au sens que, oui, y a-t-il un trouble de santé mentale, des caractéristiques psychologiques, un trouble de personnalité, exemple, qui peuvent faire partie des choses à comprendre, mais on n'est vraiment qu'un acteur minoritaire là, dans toute cette dimension-là. Et ensuite de ça, ils vont fonctionner, comme je le disais, par hypothèse. Des fois, c'est ça, ils peuvent en arriver avec une hypothèse. Exemple, ben, ils entendent des voix, y a-t-il un trouble psychotique? Puis là, il va falloir qu'on consulte un psychiatre ou un médecin pour avoir la réponse. Puis après ça, le résultat, est-ce que ça a été confirmé, infirmé? Hypothèse. Puis là, ensuite, ils passent à d'autres hypothèses. Ça, c'est dans le même document. Les aménagements préventifs, ben ça, c'est les choses que les gens font pour diminuer l'occurrence d'un comportement problématique. C'est un couteau à double tranchant, au sens que des fois, on n'a pas le choix de mettre des aménagements. Exemple, quelqu'un qui n'aime pas le bruit, d'y mettre des coquilles. Sauf que le fait de mettre des aménagements, des fois, ça fait que la personne n'apprendra pas à se réguler ou à gérer dans certains contextes. Là, ben, c'est une question vraiment de sagesse clinique, de savoir qu'est-ce qu'on met en aménagement, qu'est-ce qu'on met pas. Puis ça, c'est un peu, les parents font ça spontanément avec les enfants neurotypiques aussi. Là. S'il y a un enfant de 2 ans, on ne fait pas exprès de laisser traîner un paquet de bonbons sur la table. C'est sûr que s'il voit les bonbons puis on dit que tu ne peux pas en avoir,
il va exploser. Mais c'est un peu le même principe, si vous voulez, avec notre clientèle. Les aménagements ultimes étant la mise en isolement, puis la mise en institution dans des contextes très peu naturels où les personnes n'auront pas souvent à développer de capacités parce qu'ils ne sont pas confrontés aux problèmes de la vie quotidienne non plus. C'est les aménagements préventifs. Puis vous avez la fiche de prévention active. Ils ont un peu d'avance par rapport à la psychiatrie du mieux que je connais, mais tu sais, je viens de l'Institut, fait que là, ça se peut qu'on soit un petit peu en retard. Par rapport à la psychiatrie, dans certains domaines, c'est-à-dire que la gestion des comportements agressifs, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça, c'est souvent pas si simple que ça. Les gens vont avoir des PRN dans leur dossier, puis bon, ISO, contention, PRN s'ils deviennent agressifs. Mais de plus en plus, c'est à la mode les protocoles pour les mesures alternatives, puis de prévoir les mesures de contrôle des patients. C'est-à-dire, si un patient a été mis en isolement, techniquement, on devrait prévoir une mesure planifiée lorsqu'il y a un autre épisode d'agressivité pour se dire qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois. Mais ça, c'est comme je vous dis, pour moi, c'est quand même nouveau en psychiatrie, mais en réadaptation, c'est quand même quelque chose qui est là depuis longtemps. Ici, on a les niveaux en fonction de la formation Oméga. Avec les signes précurseurs, comme les personnes autistes ou avec des déficiences intellectuelles sont souvent très différentes l'une de l'autre, de ce qu'on s'attend en général, cette grille-là permet d'écrire les signes de ce que la personne a l'air à chaque niveau d'agitation. Exemple, chez des personnes qui sourient parce qu'ils sont contents, d'autres qui sourient quand ils sont sur le bord de frapper. C'est important de le savoir pour les intervenants. Puis ensuite de ça, on met les interventions qui sont préconisées en fonction de chaque niveau d'agitation pour essayer soit de garder la personne au niveau bas ou soit de la ramener vers un niveau plus bas. Ça va jusqu'à l'assaut, jusqu'au niveau 4 de l'oméga. Avec les interventions qui sont contre-indiquées. On écrit également les interventions contre-indiquées. Exemple, toucher la personne. Il y a certaines personnes qui, si on la touche, elles peuvent devenir très désorganisées. Ou moi, j'ai un patient, si on l'appelle par son nom de famille, c'est sûr qu'il va nous frapper d'en face. Bref, ce genre d'intervention-là qu'on doit vraiment savoir quoi ne pas faire, ben, on les écrit ici. Ça, c'est utile parce que justement, si un patient se ramasse à l'urgence, nous, on exige, mais ça n'arrive jamais, là, mais on exige que le CRDI nous remette la fiche de prévention active du patient puis la fiche sommaire de l'usager aussi pour connaître ses besoins spécifiques qui ont été observés au niveau nursing, au niveau médical. Mais en théorie, on aurait cette fiche-là de disponible qui permettrait à quelqu'un qui ne connaît pas la personne de s'adapter. Évidemment, c'est un peu utopique, là, mais ça donne quand même déjà une bonne idée du fonctionnement de la personne. Ça peut outiller quand on ne sait pas trop où on s'en va. Fait que ça, c'est une autre des choses à demander. Si les patients, on n'est pas capable qu'ils quittent l'urgence pour toutes sortes de raisons rapidement, bien déjà d'avoir ça, ça peut aider. L'autre chose étant aussi de demander que le CRDI fournisse un service privé le temps que la personne est en arrêt d'agir. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question par rapport au benzo. Je ne sais pas si vous en avez parlé au début de la présentation. Les effets paradoxaux, admettons à l'urgence, est-ce qu'on devrait prioriser pour l'agitation si on a besoin d'antipsychotiques plus que les benzos? Quel est le rôle de benzo et aussi les stabilisateurs de l'humeur comme les Pival s'il n'y a pas vraiment de MAB clair, mais pour stabiliser l'humeur? OK. Pour ce qui est de la médication, il y a, je vous dirais, la version officielle puis la version officieuse de l'utilisation. La version officielle qu'on a avec les guides de pratique, vous avez raison, oui, les benzodiazépines, il y a un risque d'effet paradoxal qui n'est pas systématique. Donc, il y a une proportion de la population qui est minoritaire, qui peut avoir des effets paradoxaux. Ce qui est le cas aussi dans la population neurotypique. Il y a probablement plus de gens qui ont des effets paradoxaux. Ça, c'est effectivement présent avec les benzos, donc des gens qui vont devenir désinhibés en prenant des benzodiazépines, puis potentiellement plus agressifs, plus agités que calmés. Donc, puis la version officielle pour la médication standard, c'est d'utiliser les mêmes indications pour la population générale, puis d'y aller en fonction des comorbidités. Donc, si quelqu'un est déprimé, ben, on prend l'algorithme d'une personne déprimée pour la pharmaco. Quelqu'un qui aurait une schizophrénie, on prend l'algorithme pour la schizophrénie, etc. L'autisme et l'ADI ne justifiant pas en tant que tel de pharmacologie. Après ça, pour les troubles de comportement,
il y a 2 médicaments qui ont fait une indication officielle aux États-Unis et qui ont eu des données. C'est le Risperdal et l'Abilify. Ça va vite. Puis l'Abilify, et même, ça ne marche pas à long terme. Ça va encore plus vite. Le Risperdal, l'effet semble se maintenir quand même. Puis je dois dire que cliniquement, c'est vrai qu'il a l'air un peu meilleur, même si généralement, traiter les troubles de comportement par de la pharmaco, ça ne marche pas. Puis ensuite de ça, il y aurait la clozapine quand il y a eu vraiment, mais là, on parle de patients qui ont été dans des ressources très, très intenses, qui ont eu beaucoup d'interventions comportementales, beaucoup d'essais de toutes sortes de choses qui n'ont pas fonctionné, puis on est dans la grande agressivité. J'ai essayé la clozapine, comme je vous disais, dans certains cas, puis ça a donné des résultats. Donc, c'est à garder en tête, mais évidemment avec tous les effets secondaires potentiels. Pour le traitement de l'agitation, j'utilise un peu la même chose que pour les patients neurotypiques. Donc, si c'est quelqu'un qui n'a pas, pas de polypharmacie, pas un profil très lourd, qui n'a pas, je fais le Seroquel. Après ça, si c'est quelqu'un qui est quand même costaud, pas mal agressif, avec un trouble de comportement grave, j'utilise nos cocktails de combinaison là, avec un antipsychotique, soit typique, soit plutôt les typiques là, avec de l'Ativan puis du Benadryl. Quand je les utilise en combinaison, c'est rare que j'ai vu des effets paradoxaux. Rarement, là, Aldol, Ativan, Benadryl ou Loxapine, Lorazepam, Diphenhydramine. Pour vrai, rarement j'ai vu des effets paradoxaux quand il y a une combinaison de plusieurs. C'est plus qu'on utilise l'Ativan tout seul, où là, effectivement, il y a une proportion de personnes qui présentent des effets secondaires paradoxaux. Les pivales? Donc, pour le traitement, bien, comme je disais, moi, j'essaie de m'en tenir à une indication. Exemple, si j'ai une personne qui a de l'épilepsie, puis ça m'est arrivé, j'ai des patients chez qui on suspecte de l'épilepsie, je vais essayer d'aller comme hypothèse de travail, de dire, écoutez, on va investiguer l'épilepsie, puis en attendant, on peut essayer de traiter empiriquement, puis là, exemple, je vais essayer de l'épivale. Ou quelqu'un qui est déjà épileptique, continue à convulser de temps en temps ou qui est comme irritable sans avoir nécessairement de convulsion en tant que telle, mais juste comme irritable. Ça m'est arrivé que juste en augmentant la dose de médication, il y avait l'agressivité retombait puis l'irritabilité. Si ça m'est arrivé, ce n'est pas nécessairement la majorité des cas. Sinon, d'utiliser, j'utilise assez peu la médication pour le traitement pur du trouble de comportement. Sinon, si on a une hypothèse de maladie affective bipolaire, OK. Sinon, comme les indications plus officieuses, comme je disais, il y en a d'autres, un peu comme le propranolol, qui est un bêta-bloqueur que j'ai utilisé dans certains contextes où c'était des grandes périodes d'agressivité avec adrénergisme important, les gens avec les pupilles extrêmement dilatées. Là, il y a une description là aussi des fois de gens qui deviennent comme vraiment dysrégulés. Je vous dirais que j'ai pas de grand succès là, quand c'est pour quand on traite le trouble de comportement et qu'il n'y a pas d'indication claire au niveau médical. À part avec la clozapine et le Risperdal, j'ai rarement rencontré du succès. Okay, merci. C'est ça, que je vous avais mis selon les guides de pratique en général. C'est comme un peu, encore une fois, comme en géronto puis en pédo. On commence plus bas, on augmente plus lentement, puis on fait attention aux effets anticholinergiques. On évite la polypharmacie. Ce n'est pas des recommandations extraordinairement complexes, là. Mais je le veux comme ça aussi parce que je pense que c'est une population qui est tellement complexe qu'on peut être intimidé par la complexité, alors que moi, je veux quand même mettre notre rôle dans une petite portion de l'ensemble des difficultés que cette population-là peut avoir. Ça peut être très important d'être là, mais ça reste qu'on est là en support souvent de l'équipe de réadaptation qui vont être les donneurs de soins principaux ou la famille. Qu'est-ce que j'avais sauté? J'avais sauté, c'est qui les intervenants en réadaptation? J'avais mis d'autres vignettes. Un exemple de psychothérapie. Je ne sais pas ce qui est le plus utile de vous présenter, puis ça, c'est ça, comme mon message clé étant, bon, exemple, moi, j'avais un patient Asperger, TPL, dysmorphophobie, c'est quoi, je vois pas au complet, trouble de consommation d'alcool, trouble délirant,
PTSD, puis là, on se dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait? C'était tous des diagnostics qui étaient crédibles, là, malheureusement. Fait qu'on se dit, qu'est-ce qu'on prend là-dedans? Puis je trouve que ça ramène à la clinique parce que c'est souvent ça. Oui, on se spécialise, on est dans des cliniques avec des outils qui sont pour des pathologies spécifiques, mais ultimement, les gens qu'on a devant nous, souvent, ils ne fitent pas très bien. Là. Puis on sait qu'en santé mentale, il y a beaucoup de comorbidités, ne serait-ce qu'avec les troubles de personnalité ou la consommation ou autres. Là. Puis souvent, les gens, ils ne fitent pas exactement dans les protocoles qu'on a. Puis c'est un peu ça l'art de la clinique, c'est d'essayer de s'ajuster en fonction des particularités de la personne. Moi, je vois vraiment comme on a des outils utiles, puis on essaie de les utiliser au mieux qu'on peut avec les gens, même si ça ne fait pas tout le temps à 100% leurs difficultés. Et peut-être que je laisserai le reste de la présentation pour prendre d'autres questions, parce que c'est ça, les autres slides, vous pouvez les regarder. C'est comme c'est qui les intervenants en DITS, ADP, puis la hiérarchie des soins. Puis ça. Moi, je considère que c'est souvent une des populations les plus en besoin en termes de souvent discriminées, toutes sortes de multiples handicaps, des difficultés importantes. Souvent, on a des difficultés sensorielles, cognitives. Ah oui. Il y a de l'itinérance dans cette population-là. Oui. Il y a des problèmes de consommation, souvent des troubles d'attachement. Il y a plusieurs situations. Là, la plupart des gens qui ont une déficience intellectuelle et qui sont autistes n'ont pas nécessairement des parents qui ont des problèmes, ont des parents bien corrects. Là. Mais il y a une sous-catégorie de mes patients, surtout les très sévères, qui ont eu des parents qui avaient eux-mêmes soit une déficience, soit un trouble de santé mentale sévère, qui ont eu de multiples traumas dans leur vie, qui ont eu des soins inadéquats. J'en ai un là, que je pleurais quasiment en lisant sa consultation à HMR quand il avait 2 ans. Là. Il s'est fait brûler partout avec des cigarettes, là, puis il y avait un rage de couche quasiment jusque sa tête. Là. Ouais. Mais donc des soins très, très inadéquats. Puis ils ont des difficultés au niveau de l'attachement, souvent, ces patients-là, ceux qui ont vécu en institution aussi, il y en a qui vivent des mauvais traitements, ils ne sont pas capables de le dire. Donc, c'est une population qui a quand même, souvent, il faut, un petit changement dans leur capacité peut vouloir dire énormément de différence pour leur qualité de vie. Souvent, on travaille en équipe aussi. Ouais. Moi, c'est tout ça, je ne peux pas faire grand-chose. J'ai besoin d'avoir mes neuropsys aussi qui m'aident avec le profil de la personne, qui génèrent des idées, les psychoéducateurs qui vont faire les analyses de comportement et mettre des suggestions d'intervention. Je me vois un peu comme un chirurgien. Je ne peux pas tout seul comme ça. Ça va être difficile. Il faut que je m'allie avec les gens de la réadaptation, puis qu'on s'assoie et qu'on essaie d'élaborer quelque chose qui a de l'allure pour les patients. Là. Fait que c'est sûr que c'est une population que j'aime beaucoup, là, c'est certain. Je me permets de rebondir là-dessus. Avez-vous des conseils ou vos perles cliniques sur comment arriver à avoir une interaction fructueuse avec le CRDI? Parce que aussi c'est difficile. C'est un réseau qui est complexe. Il y a plusieurs intervenants qui ont des difficultés à garder leur personnel. Fait que souvent, les intervenants pivots tournent ou changent fréquemment pour la difficulté à connaître les usagers, du moins de mon expérience jusqu'à présent restreinte. Ben, je vous dirais que ce que je fais, c'est que j'utilise le clinico-administratif. Donc, quand j'ai des difficultés d'interaction avec le CRDI, je vais demander c'est qui le chef responsable de la ressource ou de l'équipe qui donne du soutien à la famille. Puis à ce moment-là, on a une discussion chef à chef. Là, je demande à ma chef d'y parler ou des fois, on fait un plan de soins avec la chef pour voir comment répartir les ressources, etc. Fait que ça peut être ça la réponse parce que ça, effectivement, des familles m'avaient dit, ça fait littéralement 50 fois qu'on change d'éducateur dans la vie de cette personne-là. C'était pas une exagération, c'était vrai. Des fois, il y en a plusieurs par année. L'éducateur part, là, il tombe en attente. C'est souvent beaucoup d'advocacy. Puis c'est effectivement quand même lourd. Sinon, dans une autre clinique, peut-être avec un travailleur social ou une infirmière de liaison qui peut faire les liens avec les leurs, là. Mais d'essayer d'avoir ce setup-là, puis d'expliquer surtout si c'est vraiment, si la réponse semble être on n'est pas sûr qu'il y a un trouble de santé mentale, ça semble être plus un trouble de comportement situationnel, environnemental ou qu'on ne comprend pas très bien, de pousser pour qu'il y ait le plan d'action multimodal de fait
puis une analyse comportementale qui se respecte dans un dossier, parce que ce n'est pas notre force. Une fois qu'il y a une analyse qui est faite comme ça, bien là, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus utile d'impliquer des professionnels à se dire, OK, là, on a fait toutes ces choses-là, la personne reste comme vraiment anxieuse dans tel contexte. Est-ce que ça pourrait qu'il y ait un trouble anxieux? T'sais? Là, de se dire, OK, bien là, peut-être que c'est une hypothèse qui vaut la peine d'être regardée de plus proche parce qu'il y a plein d'aménagements qui ont été faits. Puis comme je vous disais, chez cette personne-là, en moyenne, selon les intervenants qui connaissent quand même plusieurs patients, on n'a pas ce genre de difficulté-là en moyenne. T'sais? Fait qu'est-ce que ça se peut que oui, il y ait un trouble anxieux, oui, il soit déprimé parce que bon, il y a eu un décès, il y a eu un deuil compliqué dans la famille, puis là, la personne a de la misère à l'exprimer, mais on se dit c'est peut-être ça. Ou, tu sais, je pense que ça vaut la peine de renvoyer les gens à qu'est-ce qu'ils sont supposés faire. Tu sais, vous demandez de l'aide. Écoutez, on va bien faire ce qu'on peut, mais tu sais, moi, je ne peux pas juste donner des médicaments comme ça si on n'a pas fait une analyse comportementale avant. C'est pas indiqué. Tu sais. Il y a pratiquement, comme j'ai dit, pas de médicaments indiqués à large pour les troubles de comportement. Parce que ça peut être tellement de choses qui sortent de la santé mentale, du trouble ça peut être physique aussi ou autre. Fait que, moi, je les ramène vraiment à ça, de dire, écoutez, là, il faut inclure un éducateur, il faut qu'on ait une psychoéducatrice qui vienne faire l'analyse aussi, il faut qu'il y ait une intensité de service. Puis dans certains cas, c'est de dire, ben, tu sais, je comprends, là, il vient souvent à l'urgence parce que le milieu n'est pas adéquat pour gérer une telle intensité, malgré les investigations physiques, etc. Peut-être qu'il y a besoin d'une RAC, ce patient-là. Peut-être qu'il y a besoin de... Est-ce que vous êtes-vous capable de mettre un MSSR, de mettre quelqu'un en 1 pour 1? Il y a la possibilité de remplir des papiers que le CRDI font pour dégager du 1 pour 1 dans certains cas, etc., pour avoir du financement. Ils ont la capacité d'adapter quand même leur milieu jusqu'à un certain point. Des fois, c'est de les pousser à le faire là, pour que ça se passe. Là. Mais, oui. Merci. Merci vraiment pour la présentation. C'est quelque chose qui est particulièrement complexe, mais que vous rendez particulièrement simple quand vous en parlez. Ça montre que vous le maîtrisez bien. En tout cas, pour moi, ça a l'air plus clair, mais je me rappelle quand je replonge en clinique avec quelqu'un, je trouve toujours ça beaucoup plus complexe. Bien, c'est ça. Puis pour la question de l'urgence, pour moi, même si on n'est pas sûr, ça me paraît moins pire de suivre quelqu'un en clinique externe puis d'aider à un cheminement comme ça à l'intérieur de nos compétences que la personne retourne tout le temps à l'urgence, elle n'a pas de suivi, puis là, ça recommence tout le temps à zéro, puis là, quelqu'un met du Seroquel, quelqu'un d'autre met ci, puis là, au final, on ne sait pas trop. T'sais, moi, c'est le message que je veux lancer, de dire, effectivement, à l'urgence, on est peut-être démunis, mais c'est peut-être parce que si on le prend en externe aussi, on va avoir des meilleurs résultats avec cette clientèle-là. Merci beaucoup. Oui, ils ont des unités dans le centre-sud, dans le sud-centre-sud, l'unité 5G à Notre-Dame où les gens doivent passer 14 jours en sortant de leur... C'est vrai? Je vous dirais, moi, c'est comme un tiers, un tiers, un tiers. J'ai un tiers qui allait mieux. Puis là, ça pose des questions sur ce qu'on leur offre comme programmation puis comme expérience de vie. Là. De se dire que, oups, on les envoie plus dans leur plateau de travail, dans leur centre de jour, puis ils sont mieux. Oups. Il y en a un tiers que ça n'a comme rien changé, puis un tiers qui vont moins bien, que ça vraiment des patients pour qui la routine est importante, qui sont peu stimulés, qui n'ont pas grand-chose à faire, que ce soit dans leur famille ou dans des ressources. Là. Effectivement, j'avais peur qu'il y ait une augmentation des hospitalisations et des visites à l'urgence. Ce n'est pas nécessairement le cas. Ben, merci beaucoup, Dr. Beauchamp-Châtel, pour la présentation, pour la réponse aux questions, pour le partage. Puis merci à tous pour votre participation. Je pense que c'est un sujet qui, effectivement, suscite beaucoup d'intérêt. Il y a vraiment une grande participation aujourd'hui.